À l'approche des élections législatives, à Trustmag, on s'est questionné sur le lien entre politique de proximité et jeunesse. Pour ce faire, aujourd'hui, dans Missou, à notre regard sur la politique, on accueille Mike Tanze, journaliste et étudiant à l'IICP, et Ariles Atou, bénévole à Cité des Chances. Ils feront face à Amina Bakar, élue dans la mairie d'Avron dans le 77. On vient de vivre des élections présidentielles surprenantes. Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3e avec 22% et a suscité un engouement encore jamais vu au sein de la jeunesse, notamment dans le 93 ou 94 par exemple. La première question que je pose est la suivante. Est-ce que cette vague d'intérêt va se répercuter sur les élections législatives qui arrivent les 12 et 19 juin? Ou bien va-t-elle tout simplement s'atténuer et s'arrêter? Et dans le cas où elle s'arrête, comment les élus et les militants ou autres peuvent faire pour réanimer cet engouement? Personnellement, je me pose aussi la question, mais après, la vraie question, c'est pourquoi on en arrive là? Est-ce que c'est vraiment les jeunes, est-ce qu'ils étaient vraiment motivés, ils sont vraiment reconnus dans le programme, sentis respectés, investis, considérés, ou c'était juste un ras-le-bol contre ceux qui sont passés au second tour et les autres, et en fait c'était tout sauf eux deux, et au final ça n'a pas marché? Ça c'est la question, pour l'instant j'ai pas la réponse, peut-être que vous l'avez, mais ma première question, moi, ça serait plus dans ce sens-là. Est-ce que c'était réellement les jeunes qui sont sentis considérés, respectés, valorisés, ou c'était un ras-le-bol de Macron et Madame Le Pen? Moi, j'ai pas vraiment l'impression que le vote Mélenchon était un vote de contestation, puisque la campagne n'a pas été construite autour d'un ras-le-bol contestataire ou du quinquennat Macron. C'était plus une campagne qui proposait un projet qui incluait du coup les jeunes, qui répondaient à leurs problématiques. Et du coup, les jeunes se retournaient vers les urnes pour beaucoup, c'était pas assez. Parce qu'il y a quand même eu énormément d'abstention chez les 18-24 ans, faut pas l'oublier. Ça reste le premier parti majoritaire au premier tour. Et au second, ils ont même battu Marine Le Pen, les abstentionnistes. Donc il faut quand même faire ce travail de vulgarisation politique. Chez Cité des Chances, c'est ce qu'on fait. On essaie de promouvoir l'engagement citoyen des jeunes de quartiers populaires, les familiariser avec ces sujets-là, que ce soit sur les législatives, les présidentielles, les régionales, les départementales, ou même simplement le syndicalisme, le militantisme, enfin, tout ce qui est en rapport avec la chose publique. Et pour le coup, on a vu une grosse différence entre 2017 et 2022, et on l'a vu aussi dans les quartiers populaires surtout. Donc en soi, non, je pense pas que ce soit un vote contestataire. Et je suis pas sûr, j'ai pas forcément une boule de cristal pour savoir si la dynamique va être maintenue pour les législatifs. Mais moi je trouve que la stratégie de présidentialiser un petit peu cette élection pour essayer d'imposer une cohabitation, elle est assez intéressante puisque du coup elle explique vraiment l'enjeu de ces élections qui est très peu connu. Le fonctionnement des institutions il n'est pas forcément clair pour les jeunes, il n'est pas forcément clair pour tout le monde, l'Assemblée nationale pareil. Et je trouve que le côté vulgarisation politique que fait le travail de NUPS et la coalisation de la gauche, elle est quand même intéressante. On voit pas ça trop du côté de la droite. Et je pense qu'elle peut être que bénéfique pour la jeunesse et même les gens en général. Enfin, je vais encore faire la publicité des chances, je suis désolé, mais c'est l'une des choses aussi qu'on fait. On fait des simulations parlementaires avec les jeunes en première, donc ils vont jouer le rôle justement des députés, des journalistes, des lobbyistes, de l'opposition, des porteurs de projets, des experts, pour pouvoir se familiariser à la chose publique. Et je pense que c'est des travaux comme ça qui font qu'on va petit à petit revenir vers mais du coup, moi j'aurais une question qui se tournerait plus vers Amina, du coup. Avec tout ce que Mike et Ariel viennent de dire, comment on peut captiver la jeunesse pour que du coup ils se déplacent énormément pour aller voter le 12 juin? Alors ça, il y a plusieurs questions, je vais essayer de prendre dans l'ordre les questions. La première en étant déjà sur le constat, les présidentielles c'était une élection d'envergure nationale. On était sur un projet, je pense, d'espérance avec des candidats, il y a la même configuration qui se pronostiquait du deuxième tour, Macron, Marine Le Pen.
Je suis d'accord qu'il y a pas mal d'engagements aujourd'hui au niveau de la jeunesse et qu'aujourd'hui il faut faire la promotion de tous ces engagements qui sont des engagements qui amènent ou pas à la politique, associatif, collectif, auprès de la cause écologique, la cause sociale, la défense au niveau des quartiers, la cause homme-femme, plein de causes qui sont aujourd'hui portées par une jeunesse de plus en plus éveillée. Sur le constat, on a une jeunesse aujourd'hui qui est la plus éduquée des temps en France. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est très fortement éduquée et même qualifiée. Face à ça, on n'a pas forcément une accroche politique, une connaissance politique, une implication politique. Une des recommandations d'ailleurs de l'OCDE, c'est de dire qu'il nous faut aujourd'hui autonomiser les jeunes et de plus en plus les impliquer dans notre gouvernance, représentativité dans les collectivités. Mais aussi, il faut faire vivre la démocratie à chaque moment. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une élection tous les 5 ans pour se dire on va mobiliser. Je l'ai fait. On a mobilisé dans les quartiers, on a mobilisé dans différents territoires, la jeunesse en disant il faut voter, il faut lutter contre l'abstention. Mais ça n'a pas de sens si on ne fait pas vivre à chaque moment. Comme ce que vous faites, là, les ateliers sur les parlementaires, sur quel est le rôle de chaque institution et quel est le projet demain, et bien effectivement, on ne se rappelle plus. Donc faire vivre la démocratie, c'est tous les jours. Ce n'est pas une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une fois tous les 2 ans. Donc ça fait partie des projets dans lesquels on aimerait porter des mesures d'autonomisation de la jeunesse par le biais de la culture, l'acculturation politique, et pour faire, pour faire des nids de gens qui vont aller voter et pas des nids d'abstentionnistes. Aujourd'hui, on en est là. Comment sortir de ce cercle défaillant, perdant-perdant. Maintenant, est-ce que cette votation qui s'est mobilisée autour de la jeunesse d'une espérance, je pense que le projet porté par DUP était un projet d'espérance quand même, est-ce qu'il va se reporter ou pas? Il y a pas de, c'est pas mathématique les élections, c'est jamais 1 plus 1 égale 2, c'est des fois 1 plus 1 égale 3 ou 1 plus 1 égale 1, il y en a même moins qui votent parce qu'on perd, il y a toujours des déperditions dans les votations selon les accords qui sont passés par territoire, selon les personnes, parce que c'est lié aussi à une personne, une élection législative, et puis aussi sur la compréhension à quoi servent les législatives. Le projet présidentiel, c'est diriger le pays. Le projet législatif, c'est gouverner le pays. Comment on le gouverne? Et le pouvoir législatif nous permet, avec cet arsenal de candidats, de porter soit une majorité au président, soit de porter un autre projet gouvernemental, une autre action gouvernementale avec d'autres valeurs, un autre projet qui a pu être proposé par les candidats qui ont été évincés. Parce qu'on ne répond pas à la même question. Donc tout ça aussi, c'est des enjeux sur lesquels on essaye de démocratiser la compréhension et de dire, effectivement, le pouvoir législatif fait partie des contre-pouvoirs. Une démocratie qui fonctionne, c'est un pouvoir législatif fort, un pouvoir judiciaire indépendant et un pouvoir effectivement exécutif qui fonctionne également. Donc pour le coup, avoir des députés qui portent un projet qui vous correspond par territoire, savoir qu'il y a des circonscriptions pour lesquelles vous votez pour vos candidats, mais aussi pour défendre des valeurs et des projets au national, soit pour, soit contre ce que propose le gouvernement, le président qui a été nouvellement élu. Voilà. J'avais une question justement, c'était par rapport à votre rencontre avec la politique, et ça fait de quand et dans quel contexte? Je fais partie de la société civile, c'est-à-dire de gens qui sont engagés depuis ma vie étudiante dans les associations. Je prenais des permanences au Resto du Cœur, d'écoute, des gens qui venaient prendre des paniers. J'étais dans le 93, j'habite pas dans le 93, j'étais dans le 93 et on écoutait les personnes qui avaient besoin. À l'époque, on était encore dans un sous-accompagnement de ce qui est la détresse, la souffrance mentale, on va dire. Donc on accompagnait des personnes qui venaient prendre des paniers et souvent derrière les personnes qui viennent prendre un panier, il y a une histoire. Il y a une histoire personnelle, professionnelle, familiale, une cellule qui se déconstruit. Donc ça permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne la société. Et ça, c'est trans-CSP, qu'on soit prof, policier, notable ou pauvre, ça touche tout le monde aujourd'hui, la précarité. Suite à ça, après, j'ai toujours été étudiante, j'ai travaillé dans des associations étudiantes où on faisait des aides aux formalités pour les micrographies auprès de la préfecture, pour les demandes de logement, pour les demandes de naturalisation, quand j'étais étudiante. Et après, j'ai monté une association de médiation sociale qui lutte contre la fracture numérique. Je me suis intéressée à la politique parce que ma mère était passionnée de politique, mais sans plus. Et puis pour moi, je voulais surtout faire de l'associatif. Mais ce que j'ai compris très rapidement, c'est que chaque engagement amène pas à pas à fréquenter ou à aller dans la politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les décideurs publics, ils ont besoin d'associatifs qui connaissent leur ancrage, qui connaissent leur territoire, qui connaissent les projets qu'ils veulent porter pour changer leur braquet. Parce qu'eux ont une vision des choses. Et les gens qui sont dans les associations, dans les collectifs, dans les syndicats, ont la réalité de ces projets. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené petit à petit à me présenter sur une liste municipale. Donc j'ai été maire adjointe à la vie associative et petite enfance. Et après à être également candidate au municipal, au départemental et au régional. Et aujourd'hui pour les législatives. Voilà. D'accord. Et du coup, là où je voulais en venir, c'était surtout cette question-là. C'est comment faire pour que un ou jeune étudiant ou élève, par exemple, de lycée, qui s'intéresse à la politique de loin, parce qu'il en a forcément parlé, notre vie est régie par la politique, soit impliqué à son échelle dans la vie politique, sans pour autant, par exemple, passer par le social. Comment... Je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, cette image-là, aujourd'hui, on pense que quand on fait de la politique, il faut forcément faire de l'associatif ou du social. Pas forcément. Après, il y a la politique soi-disant noble quand on passe pas par le social et celle qui serait moins noble. Je ne suis pas du tout d'accord, je ne partage pas ce constat parce que je pense qu'en termes de connaissances, et c'est d'ailleurs sous-estimé, mésestimé, en termes de connaissances des territoires et des dispositifs, je vous assure, vous avez des personnes associatives qui sont hautement
formés et compétents. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont demandés parlementairement pour que ces connaissances soient mises en valeur maintenant dans les CV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus des CV professionnels, compétences, savoirs et diplômes. On veut sortir de ça, avoir des CV qui sont para-professionnels, parce que le para-professionnel est un ascenseur de promotion sociale beaucoup plus que des fois le professionnel. C'est-à-dire que vous avez été dans un club sportif, un club, je sais pas moi, un club ou un syndicat, vous rencontrez des patrons, vous rencontrez plein d'autres acteurs, ça me permet une promotion sociale que vous n'auriez pas dans juste votre milieu du travail. Donc aujourd'hui, il y a une vraie évolution aussi de la reconnaissance des savoirs et du rôle social de chacun, c'est pour sortir de certains déterminismes. Par exemple, on a des jeunes qui font entraîneur de foot. Aujourd'hui, on se dit que c'est pas grand-chose, mais c'est encadrer des équipes, c'est manager des stocks d'équipements, c'est également faire des agendas avec les familles et les déplacements, les assurances, etc. Donc, c'est des compétences qui sont de plus en plus demandées à être valorisées et reconnues. Et pareil pour le bénévolat, enfin plein d'autres choses. Donc, effectivement, on peut faire le distinguo entre la politique noble et la politique associative. Moi, je ne le fais pas parce que je pense que l'avenir demain nous dira qu'on avait tort de penser comme ça. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui sont des politiques professionnels, qui sont des fois politiques de père en fille ou père en fils et qui ont hérité la politique en famille. Ça dépend de son capital familial pour la plupart, de son capital de réseau, qu'on n'a pas tous aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la première cause d'inégalité, le réseau et les familles. Donc oui, il y a des personnes qui sont professionnellement politiques, mais on ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on le devient, on se forme. Il y a des personnes qui se forment, qui font des écoles de formation en sciences politiques, mais ça ne suffit pas non plus. Et donc après, qui continuent à prendre des cours en coaching politique pour pouvoir avoir des opportunités. La seule chose sur laquelle on ne se forme pas, c'est les opportunités. Et celles-là, malheureusement, soit on les a, soit on les crée. L'idée de la République qu'on voudrait pour demain, c'est créer des opportunités les plus larges et les plus accessibles pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas pensable que la politique soit accessible seulement à certains. Comment redonner l'envie à tous d'y aller, aux plus jeunes également, aller les chercher au collège, au lycée et ailleurs pour leur demander intéressez-vous à la politique. Il y a des délégués dans les classes, il y a certaines choses au niveau de la citoyenneté. Un exemple, moi j'ai été dans les conseils d'administration des lycées professionnels, on n'avait pas de représentants des étudiants de lycées professionnels. Généralement ils n'étaient pas là, on entendait beaucoup les représentants des lycées généraux. Et l'idée aujourd'hui c'est de dire notre responsabilité, nous les politiques aujourd'hui, c'est d'accompagner, quels que soient les corps, jeunes, métiers ou paraprofessionnels, à se constituer pour demain avoir un dialogue, parce qu'on ne peut pas parler qu'à soi-même. Il faut avoir une personne qui représente ces instances. D'ailleurs, on a été très mobilisés sur le collectif Une voix pour tous, qui milite pour une réforme du lycée professionnel. Voilà. Donc, c'est des idées aujourd'hui où soit c'est l'existant, et donc on va essayer de faire la promotion pour que ça continue, soit plus connu, soit c'est pas existant et notre responsabilité est d'inventer des nouvelles méthodes d'engagement. Là, du coup, aucun monde n'a répondu vraiment à ma question. Comment captiver la jeunesse jusqu'au 12 juin? Parce que de maintenant jusqu'au 12 juin, on ne peut pas mettre énormément de choses concrètes en place. Comment, avec le peu de temps qu'on a, on peut mobiliser un maximum de jeunes pour qu'ils se déplacent pour aller voter ou pour justement se mobiliser pour inciter les autres à voter? Alors moi, je pense, du coup ça va amener une question pour Madame Bacard, c'est ça? Oui, d'accord. Pour moi la meilleure solution aujourd'hui, celle qui est proposée dans le cercle politico-médiatique et qui peut rentrer dans le national, c'est l'Alliance des gauches, c'est la NUPS. Et j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas investi par la NUPS. Exactement. Et moi, je déteste poser cette question, parce que je suis contre le fonctionnement des institutions aujourd'hui qui nous créent ces situations-là, parce que vous avez un engagement qui a l'air extrêmement sincère, et je pense que vous ferez une super députée, honnêtement, vraiment. Et malheureusement, pour avoir visité l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition, avec la meilleure volonté du monde, mais la plus grande énergie, ne servent pas à rien, puisqu'ils portent de la parole du peuple, etc. Ils peuvent proposer des amendements. Mais dans les faits, lorsqu'on a un débat, on a une question qui est posée, qui est pertinente, qui est essentielle pour la société. Elle va être balayée d'un revers de rhétorique par la majorité. Et ensuite, va y avoir une relance. Puis elle sera rebalancée d'un revers rhétorique par la majorité. Et ensuite, l'amendement sera rejeté, le texte sera adopté, et on se retrouve dans une situation comme on l'a eu pendant 5 ans. Malheureusement, est-ce que c'est pas le propre même de l'opposition, de la majorité, dans le sens où, par définition, s'ils sont beaucoup et qu'ils votent, s'ils veulent pas de cette idée-là, c'est normal qu'ils la refusent, et comme c'est la majorité, il n'y a pas de problème en soi. C'est pas vraiment une critique de la majorité que je fais. Mais je pense c'est forcément c'est pour nos bords politiques. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans notre camp, je suis pour ça. Quand on est dans notre camp et qu'on veut justement porter ces sujets-là qui vous tiennent à cœur, etc., pourquoi ne pas tout faire pour gagner, et après changer ces institutions pour
peut-être que dans 5 ans, des candidats issus de la société civile comme vous, qui portent ces combats comme vous, puissent le porter au plus haut de la société, à l'Assemblée nationale, etc. Enfin, moi, je pense que l'enjeu, il est tellement majeur sur des questions environnementales, écologiques et sociales, qu'on devrait tous se mettre derrière la plus grande chose qu'on a de gagner. Et au moins pour ce quinquennat-là, puisqu'on a réellement une chance, quand on regarde les sondages, la NUPES est devant. Oui. Donc moi, la question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter candidat, malgré cette alliance et cet espoir, et quelles sont vos différences avec la NUPES majeure qui fait que vous ne soutenez pas politiquement ce sujet-là, en tout cas sur votre circonscription. Pour moi, vous avez dit il y a 2 postulats. Le postulat qu'on n'aura pas la majorité. Je pense qu'il y aura une majorité de pluralisme de gauche demain. Il y a une capacité à ce que ça le soit. Et j'espère aussi. Et de 2, c'est que je serai contre le NUP. Je ne suis pas contre le NUP, au contraire. Je pense qu'après, il y a la lettre et l'esprit. C'est-à-dire qu'évidemment, des fois, on a une idée en tête d'union. Et lorsqu'on la construit, il se passe pas mal de distorsions qui ne se réalisent pas comme on voudrait. Je suis pour que les élus ancrés sur leur territoire partent à la députation. Pas des parachutages ou des magouillages qui font que, évidemment, les gens se détachent de la politique. Je suis pour une politique du réel, c'est-à-dire avec des gens palpables, qu'on connaît, qui font des choses, on connaît d'où ils viennent et ce qu'ils proposent. Je suis contre la politique juste d'étiquette, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font pas campagne, qui se disent j'ai l'étiquette et ça suffit. Moi, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'évidemment, il faut des gens qui veulent vraiment y aller, qui ont une motivation d'y aller. Et je pense qu'il ne faut pas se délégitimer parce qu'on n'a pas ou qu'on aurait une étiquette. J'ai toujours été une mouvance citoyenne, j'ai rejoint NUP et ELV sur des ententes de valeurs et de projets. Et je pense qu'on peut incarner aussi un pluralisme de ces valeurs ensemble. Je ne serais certainement pas contre les projets de NUP si on devait être élu ensemble. Il y a des fonctionnements après intergroupe ou inter... Mais là, sur votre circonscription, vous êtes... Sur ma circonscription, on sera contre. Voilà, vous êtes contre. Parce qu'il y a eu des parachutages. Voilà, il y a eu des parachutages. Je comprends totalement. Voilà. Moi, si on me demande mon avis, personnellement, je serais pour que l'ancrage local soit la priorité de NUPS. Je suis totalement d'accord. Pas que de NUPS, des partis en général. Des partis en général, même si... Du respect des militants, parce que le militantisme, c'est aussi une forme d'engagement. Lorsqu'il y a des sections locales qui sont dirigées par des militants ou par des personnes qui portent des projets et des valeurs, lorsqu'il y a des investitures, moi je suis d'origine, par exemple, je suis d'origine d'une diversité, on a beaucoup connu dans les diversités des militants à vie, qui n'ont jamais été investis. Et ça, il faut qu'on en sorte aussi. Il faut évidemment que les politiques prennent la responsabilité là-dedans, de dire qu'évidemment, la méritocratie, c'est d'investir les gens qui s'impliquent et qui ont envie d'y aller. Et pas que ceux qui ont le bon nom et qui ont le bon réseau. C'est aussi sortir de ça. Après, moi, juste pour répondre à la première question, comment faire pour inciter les jeunes inciter les gens à voter pour les législatives, je pense que le pire truc à faire, ça serait un côté paternaliste ou prendre les gens par la main dans le sens où vous connaissez rien, donc nous on va vous montrer et il faut absolument faire ça. Et le deuxième truc qu'il faudrait selon moi ne pas faire, c'est absolument un matraquage médiatique où on va juste désintéresser les gens. Je pense que les gens qui sont amenés à voter sont suffisamment grands pour, si on leur explique pourquoi, quel projet pourrait être bénéfique pour eux, sont suffisamment matures et à même de prendre leurs décisions en ayant, voilà, ok, on m'a présenté ça, les inconvénients sur ceci, les avantages sont ceux-là, je prends ma décision. Et je pense que ce côté-là où vulgariser mais pas infantiliser non plus, je pense qu'on a besoin de ça et de beaucoup plus de médias et des médias toutes formes. Et là, c'est bien qu'il y a d'autres, qu'on ait des élus qui viennent dans nos médias à nous, qu'il y ait des élus qui passent dans des médias nationaux, etc. Mais il faudrait que ces élus-là qui sont amenés en tout cas qui briguent ce mandat de député, qui ait une couverture médiatique totale pour parler à tout le monde et dans la façon de parler, de vendre le projet, expliciter les choses, quitte à les vulgariser un tout petit peu, mais vraiment pas infantiliser les gens ou comment connaître la politique en 3 minutes. Ces formats-là, voilà, la personne peut se sentir presque humiliée ou on insulte son intelligence et je trouve que ça c'est le pire truc à faire si on veut que les gens nous donnent leur confiance pour 5 ans. Mais du coup, depuis ce que tu viens de dire, ça a été fait en 2017. En tout cas, certaines personnes ont essayé de le faire en 2017. Intéresser les gens aux élections législatives, ou départementales, ou tout ça. Le problème, c'est que ça ne m'intéresse pas, que ce soit les jeunes ou les plus âgés, ça ne m'intéresse pas. Et je m'intéresse principalement à la jeunesse parce que c'est eux qui feront la France de demain et c'est eux qui feront les citoyens de demain. Donc c'est pour ça que moi ce qui m'interpelle, c'est que je me demande si la poussée qu'on a eue pendant les présidentielles
qu'on doit, à mon humble avis, beaucoup à Jean-Luc Mélenchon et à la manière dont il a porté sa campagne, à la manière dont il était investi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est en train de se reproduire parce qu'il est en train de présidentialiser ces élections-là? Ou est-ce que justement on va se retrouver dans les urnes avec un maximum d'abstention de la jeunesse et se retrouver avec un statu quo? Moi, personnellement, allez-y. Je vais juste répondre, parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure à ce que vous avez dit sur la question de qu'est-ce qui va amener les jeunes à aller voter. Il y a un peu de deux de ce que vous avez dit, il y a la responsabilité individuelle. Pourquoi il y a eu cet élan aussi au niveau des présidentielles? Il y a eu une mobilisation aussi individuelle. Chacun a viralisé les bonnes pratiques. C'est-à-dire que vous, la jeunesse, vous avez viralisé, allez voter. Personne n'a dit n'allez pas voter, ça ne sert à rien. Voilà. Pour les présidentielles, ça a été quelque chose de peut-être naturel. L'idée, c'est de continuer cette viralisation pour les législatives. Chacun, on a notre responsabilité individuelle de dire à notre voisin, à nos familles, à nos sœurs, à nos connaissances et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de dire il faut aller voter et pourquoi c'est important. Cette responsabilité individuelle, aujourd'hui, elle est facilement viralisable grâce au réseau. Après, il y a la responsabilité de projet, c'est-à-dire quel projet on porte pour la jeunesse. Ça sert à rien de dire allez voter et puis pourquoi on vote en fait. Pourquoi moi, je vais me retrouver dans ce vote en tant que jeune. C'est le projet de société qu'on propose. Est-ce que c'est un projet de société où, comme ce qui s'est passé pendant la crise, on se repose sur le matelas de la famille, du marché, en disant il faut que les jeunes travaillent pour s'en sortir, ou est-ce qu'on se repose sur un projet de société où on ne veut pas opposer, se former et pouvoir vivre dignement? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on ne met pas un matelas aussi peut-être sociétal pour que les jeunes de demain, ils aient une chance de pouvoir faire leurs études, aller le plus loin possible, voyager, parce que les voyages participent aussi à l'émancipation professionnelle, et à côté de ça, avoir un matelas de l'État qui leur permet d'aller le plus loin possible, et pas un matelas qui reposerait sur les familles. Parce qu'on l'a vu pendant la crise, ceux qui n'ont pas de famille ou pas de réseau ou pas de patrimoine, il y a beaucoup d'inégalités de patrimoine, c'était les premiers à faire la queue pour avoir un panier solidaire. Donc, quel projet de société on veut pour la jeunesse de demain? Dans les propositions qui sont faites, c'est simple, c'est très très clivant, c'est pas du tout le même projet de société. Est-ce qu'on est pour avoir ce choix-là, former et à t'accompagner pendant ces projets d'entrepreneurs, de formation à long terme ou même pour investir, parce que pour investir, il faut un capital de départ, ou est-ce qu'on est pour une société du tout libérale, c'est-à-dire qu'on se dit la méritocratie concurrentielle, chacun pour soi et Dieu pour tous, et puis ceux qui s'en sortiront, tant mieux, et ceux qui n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Et cette société-là, c'est celle qu'on veut pour la jeunesse de demain. Je ne suis pas sûre. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu un élan de solidarité, un élan d'entraide parmi cette crise, et beaucoup les jeunes ont pris leur part. Voilà. Après, ça a été fait par Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il faut recentrer sur sa campagne, c'est qu'il a rajeuni son entourage. C'est que c'est tout bête, mais quand sur TikTok, déjà il prend possession de TikTok, parce qu'autour de lui, on lui dit qu'il faut le faire, avec un contenu qui correspond à la plateforme, etc. Quand tout le monde a apprécié qu'il mette ses vidéos sur des sons de Nino, il a expliqué que lui, il n'y connaît absolument rien, c'est son entourage qui... Voilà, donc je pense que ça, faut le remettre en exergue, et c'est aussi un bon signe qui montre que lorsque les jeunes compétents, parce que être jeune ça ne suffit pas, il faut essayer d'être compétent, lorsque les jeunes compétents sont impliqués, les gens suivent. Et je pense qu'en fait le secret, ce serait plus ça, c'est de dire ok, on est énormément de jeunes à être compétents dans énormément de domaines, donc de donner la place à ces gens-là, ces gens compétents, parce qu'il y en a plein qui ne votent plus parce qu'ils en ont marre des mêmes têtes, etc. Et Emmanuel Macron, il y a 5 ans, a été aussi plébiscité parce qu'il avait parlé d'un changement, qu'on ne voulait plus voir les mêmes personnes, voilà. Et donc c'est aussi ça qui a fait qu'il y a eu un engouement autour de lui. Donc je pense que mettons les jeunes à leur place, et une représentation, une représentativité, et je pense que pour les législatives, ça va le faire. Moi, je voulais réagir un petit peu à ça. Je pense que les jeunes, on doit leur proposer un projet concret. Je pense que c'est pour rebondir aussi sur notre échange de tout à l'heure sur la NUPS. Je trouve les parachutages, comme je vous l'ai dit, pour moi, à partir du moment où les compétences sont là et qu'on peut favoriser un ancrage local, ça sera forcément bénéfique, je pense même pour la campagne et pour mobiliser les abstentionnistes. Je suis totalement d'accord avec tout ça, on est en accord à 100%. Malheureusement, le problème de ces élections, c'est que au-delà de tous ces maillages politiques que je dénonce, on a des situations où ce genre de triangulaires peuvent nous amener à avoir soit des députés LREM dans la circonscription, soit des députés Front National, enfin bref, d'autres étiquettes qui n'auront pas forcément cette considération sur le terrain, ou alors qui vont aller dans les milieux qui ne sont pas forcément concernés, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins que ceux qu'on attend, ceux que vous dénoncez, ceux que vous portez à l'associatif et sur votre territoire. Et ça, je pense que ça participe à cette dépolitisation des jeunes.
c'est qu'on a des élus qui ne s'intéressent pas à ces milieux, à ces jeunes, qui connaissent pas du coup leur jeunesse et leur territoire. Et ça, c'est le gros risque qu'on a aujourd'hui, c'est que malheureusement, ces parachutages ont créé des dissidences partout sur les circonscriptions. Exactement. Et je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est quelque chose que je dénonce moi personnellement au niveau de la NUPES. Je pense que c'est le gros problème. Mais pour faire l'avocat du diable un petit peu, ça s'est fait en 10 jours. Ça s'est fait en 10 jours. Après, je n'ai pas là pour débattre de la NUPS en vrai. Moi, j'avais une question par rapport à ce que Mike a dit. Du coup, on parle de représentativité de la jeunesse. Mais selon vous, est-ce qu'elle est réellement représentée? Parce que là, pour ces élections-là, on a le plus jeune candidat, c'est Louis Boyard, 21 ans, qui est du coup candidat aux législatives soutenu par la NUPS. Mais du coup, est-ce que si les jeunes étaient plus représentés, est-ce que si les jeunes étaient plus engagés concrètement ou étaient plus tête d'affiche, est-ce que ça intéresserait plus les gens de leur génération? Oui, donc. Oui, parce que forcément, déjà, tu vas te dire, si lui, il y est, bah, c'est que en soi, quelqu'un d'autre peut le faire. Et si toi, tu as tes appétences en politique, tu t'es passionné, tu connais le terrain, tu es voilà, dans le milieu associatif de ta ville, tu vois comment les choses se passent, etc. Tu as déjà été par exemple au conseil municipal enfant, etc. Bah, s'il y a quelqu'un qui t'a ouvert la porte, qui t'a montré le chemin, tu vas dire, mais si lui il l'a fait, moi je peux le faire aussi, c'est la preuve que c'est possible. Et ainsi de suite, il y aura un effet domino, boule de neige qui va faire qu'on aura de plus en plus de gens, donc forcément ça va intéresser les gens parce qu'ils vont se dire c'est des gens qui vivent à peu près ce que je vis, qui me proposent un projet, qui me connaissent, donc eux ils sont légitimes et donc de facto je vais les suivre, je vais les écouter. Par contre, mettre des jeunes juste pour mettre des jeunes, ça encore une fois on revient sur le côté compétences. Maintenant faut voir après qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des jeunes têtes d'affiche juste pour avoir des jeunes têtes d'affiche, ou on veut beaucoup de jeunes dans les municipalités, à savoir par exemple, moi j'ai eu la chance à Montargis de grandir dans une ville où on mettait en avant le conseil municipal enfant. C'est-à-dire qu'il y avait un maire enfant, etc. Et ensuite ça a continué. Donc est-ce que ça on veut le mettre en place avec du coup ce genre de structure-là, mettre des gens dans les conseils municipaux, organiser des sorties dans les établissements scolaires, des sorties à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, etc. Mettre vraiment des gens en place et leur faire comprendre au fur et à mesure de leur vie éducative et scolaire. Par exemple, avoir des cours d'éducation civique, par exemple, qu'on avait plus jeune, mettre un truc concret, ça, la vie civique, c'est ça, et regardez, vous pouvez participer de la sorte-là. Est-ce qu'on veut mettre, du coup, ces jeunes dans ces conditions où on a plein de jeunes dans plein de petits trucs, et au niveau local, ça va marcher, et donc, de facto, départemental, régional, et ainsi de suite, ça va monter. On veut juste parachuter des jeunes pour parachuter des jeunes, et au final, qu'est-ce que ça va donner? Parce que, rappelons que pour être président, il suffit d'avoir 23 ans. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi sur ce point. Parce que pour moi, surtout pour la députation, on a des superbes exemples avec le dernier quinquennat de députés issus de la société civile qui ont fait un énorme travail et qui ont reçu exactement les mêmes remarques au début sur leurs compétences, sur est-ce qu'ils sauront représenter leur circonscription et la nation, est-ce qu'ils pourront avoir ce rôle de député. Donc je pense à Caroline Fiat qui était aide-soignante, ou je sais pas, Madame Obono qui était fonctionnaire. Je crois qu'elle était bibliothécaire, un truc comme ça. Et c'est des députés qui ont fait un travail formidable, qui ont porté des combats majeurs au sein de l'opposition. Et je pense que de manière générale, un rôle de député, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long du quinquennat, puisqu'on va être amené à travailler sur des sujets que, peu importe les études qu'on a fait, ce ne sera pas forcément un sujet qu'on maîtrise. Et du coup, on va se retourner vers des experts, vers des études, vers des moratoires, de plus en plus de choses. C'est pas forcément une formation, mais en tout cas, de venir dans la société civile, ça peut jamais être mauvais, puisque peu importe l'expérience qu'on a, même si c'est juste une expérience d'étudiant, Louis Boyard, s'il travaille sur la question des universités et de la jeunesse, des lycées, il a été activiste et militant sur ces sujets-là. Il a même plus de compétences que certains députés qui sont déconnectés de la réalité. Donc je pense que le spectre est tellement large sur les compétences de l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas une seule personne dans cette société, même si c'est quelqu'un qui est éloigné de l'emploi, même si c'est un handicapé, même si n'importe quelle personne peut être amenée à être député et faire un super travail. Je pense que c'est... C'est ce que, en gros, ce que je dis, on dit la même chose dans le sens où
Louis Boyard, par exemple, étant donné son passé et sa connaissance du milieu étudiant et de la vie de la jeunesse, serait parfait dans ce domaine-là. Mais de là à faire une tête d'affiche juste parce que, justement, au niveau des jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, en fait, et juste parce qu'au niveau des jeunes, il s'y connaît très bien, je pense que c'est pas une bonne idée. Par contre, l'installer dans un binôme ou un trinôme, voilà, il apporterait sa pierre à l'édifice parce que à ce domaine-là, il connaît très bien. Là, je pense que c'est une meilleure idée. Moi, je suis un peu partagée par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que le plus gros mur à casser à l'ambition, c'est la phrase « ce n'est pas pour moi ». Il faut arrêter de se dire « ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous, c'est pour tout le monde ». Avant, l'Assemblée, c'était une assemblée notable. C'était des gens qui avaient le droit de naissance parce qu'ils étaient bien nés, ils avaient le droit de siéger à l'Assemblée. De plus en plus, aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. C'est encore très loin. Parité, CSP, diversité, territoire, quartier, ruralité et jeunesse. C'est des rapports de force, ça ne se donne pas. Donc au bout d'un moment, l'idée c'est que les gens se proposent, parce qu'encore c'est encore sur la demande, il faut que des gens se portent candidats. Et la jeunesse a sa part à prendre complètement. Maintenant, le versant de ça, c'est comment on fait pour que les jeunes se proposent, comment on fait pour que les jeunes en disposent réellement et qu'ils aient envie d'y aller. Donc ça se construit, l'envie, ça se construit. L'envie de faire de l'éducation jusqu'à tel âge, l'envie de passer son permis, l'envie de se porter candidat, de se porter représentant d'un territoire, d'une institution, etc. Ça se construit. Et c'est quelle jeunesse on veut construire demain? Est-ce qu'on veut construire une jeunesse de consommateurs? Ou est-ce qu'on veut construire une jeunesse de conso-acteurs, c'est-à-dire des gens qui sont acteurs, qui consomment utilement, et pas forcément en étant soumis à des codes. Donc je pense que la représentativité des jeunes est un vrai enjeu. De toute façon, c'est les orientations de toutes les instances de l'État en ce moment, la collectivité, même la députation et autres. La députation ne les coupe pas. Ça participe demain à ce qu'il y ait une jeunesse qui porte des sujets qui ne sont pas portés par d'autres tranches d'âge et d'autres CSP. Et ça participe aussi à ce qu'on sorte de cette espèce de droit de naissance de notable et qu'on reste dans un entre-soi, ce qu'on appelle l'endogamie politique, où on parle qu'entre amis qui se connaissent et qui connaissent les mêmes sujets. Si on veut évidemment porter d'autres sujets, il faut aussi parler à d'autres personnes. Donc je pense que c'est un vrai enjeu. Mais du coup, si elle n'est pas représentée, est-ce qu'elle se sent représentée? Parce que même s'il n'y a pas de jeunes en tête d'affiche, est-ce que la jeunesse, actuellement, elle se sent réellement représentée? Si c'était le cas, il ne voterait pas Mélenchon. Enfin, pour Et moi, voterait qui? s'il se sentait, pardon, ce n'est pas les rêves, s'il se sentait représenté, il voterait pour les personnes qui représentent ou représenteraient ces jeunes-là, par définition. Pas forcément. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Je pense que si je me sens représenté, je vais voter pour la personne qui me représente. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Et il y a quelqu'un qui, avec son projet, me fait comprendre qu'il entend mes doléances, si je puis dire, et est prêt à me représenter, peut-être pas dans mon entièreté, mais à me représenter. Et que ce soit par rapport au projet ou par rapport au côté social, dans le sens où on a tous besoin de représentation de jeunes, voir quelqu'un qui vient du civil, voir quelqu'un qui sort de ce spectre où, voilà, vous ne voulez pas le dire peut-être, mais moi je vais le dire, l'Assemblée nationale, c'est une assemblée de blancs qui nous parle avant qu'ils parlaient, surtout aux blancs. Et voir au fur et à mesure des jeunes ou des personnes qui sortent de ce cadre-là y entrer, ça fait aussi partie de cette représentativité-là. Donc, pour se sentir représenté, c'est pas que dans le projet, mais il faut des gens de partout. Et à l'heure actuelle, si on parle de ça, si on se pose la question, c'est qu'on a le sentiment que les jeunes ne se sentent pas représentés. Après, je ne veux pas me porter figure de proue de tous les jeunes de France, mais j'ai la sensation que les jeunes ne se sentent pas représentés. Moi, je sais pas, j'ai plus l'impression justement que Jean-Luc Mélenchon, à part le fait qu'il a 70 ans et qu'il est blanc, quand on regarde justement son entourage et les personnes qui le portent, les jeunes qui sont majeurs dans sa campagne, les personnes qu'il a investies, etc. Je pense que quand on fait une comparaison, puisque l'offre politique malheureusement elle est restreinte, hein, c'est ça la réalité du terrain, c'est qu'au moment où on doit mettre les urnes, la question était hyper pertinente que tu nous as donnée, que tu l'as dit pas pour qui. Malheureusement au présidentiel il n'y avait pas un candidat des jeunes racisés auquel on pouvait s'identifier et à qui on pouvait voter. Donc moi quand je fais un choix, l'essentiel où on se vote c'est de mettre un bulletin dedans, je prends la personne qui me représente le plus. Et si c'est pas par son appartenance à ma catégorie sociale, professionnelle, ethnique ou autre, que ça soit par ses combats et par ce qu'il défend, par ses valeurs, par son programme. Et aussi, on peut regarder son entourage, c'est vrai, c'est des choses qui sont comme ça. Mais après, je partage ton constat, surtout pour l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, devrait être plurielle. Elle doit représenter le peuple dans son intégralité. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc oui, c'est pour ça que je trouve ça génial qu'il y ait des investitures comme celle de Rachid Keke,
ou autres qui sont portés. Après, je les trouve quand même minoritaires, c'est vrai. Ah oui, c'est symbolique. Même. C'est symbolique. On est encore dans du fait d'exception. Oui. On va faire de l'exception pour montrer que c'est possible. Alors qu'au contraire, on devrait dire c'est possible, sortons de l'exception. On n'en est pas encore là, un espoir construire. Et j'ai beaucoup aimé la fin du discours de Mélenchon qui a dit que lui n'a pas pu être président et que du coup il invite les gens à faire mieux. Et je pense que c'est une invitation à la jeunesse et aux autres, mais également à la jeunesse. Après, pour l'idée de est-ce qu'il y a un candidat qui représentait les jeunes, un candidat des jeunes, physiquement, ça aurait dû être Emmanuel Macron, vu qu'il fait partie des présidents les plus jeunes. Hein. Mais les idées ne sont pas forcément portées sur la jeunesse. Donc, il faut dire que c'est marrant, l'âge n'est pas forcément lié à la représentation physique et politique. Et qu'on peut avoir 60 ans et représenter des idées jeunes. Moi, j'en ai 41 et je pense que je parle à la jeunesse tous les jours. Et celle que j'ai vue sur les plateaux représentant les jeunes des candidats des formations politiques, c'est pas les jeunes que je rencontre au quotidien. Et j'espère que ces jeunes-là prendront leur place entièrement. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, ces candidats-là, peut-être qu'aujourd'hui, elles n'existent pas. Physiquement, on va dire. Oui. Dans les idées, il y a des choses, je pense quand même, il y a quand même des pistes, il y a des choses intéressantes dans chaque proposition. Moi, j'ai pris parti, mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes pour la jeunesse. Et enfin, je dirais que pour ceux qui ne se retrouvent pas physiquement, aujourd'hui, je pense que je vous invite ouvertement et à tous à prendre votre place parce qu'aujourd'hui, la place, on ne la donne pas. On l'acquiert malheureusement par le respect et le combat, et la combativité politique. Voilà, donc après, effectivement, si demain, il y a un candidat qui doit porter des idées de la jeunesse, il y a aussi le style de campagne qui ont été menés. Le style de campagne quand même qui a été plus dynamique, que ce soit sur la communication, sur les méthodes d'aller chercher les engagements et autres. Donc c'est comparativement pas du tout les mêmes campagnes qu'on a vécues. Hein. On a des campagnes très traditionnelles où c'était du tractage, où c'était la stigmatisation volontaire et pour faire du buzz. On a eu ça, droit à ça, et ça a pollué le débat. Et puis des gens qui au contraire étaient dans la construction, dans l'inclusion, aller chercher les jeunes, aller chercher les quartiers, aller chercher la ruralité, aller chercher des femmes de ménage, aller chercher des gens qui sont des profils complètement divers, parce qu'on sait que c'est de la diversité et de l'inclusion que va naître la créativité de demain en France. Donc dans le style de campagne, on est quand même plus sur du jeunisme que ce qu'ont fait d'autres candidats qui sont restés très traditionnels pour attirer un électorat qui va avec d'ailleurs. On se retrouve avec Cheikh, représentant politique de Banlieusards Attitude, qui nous a rejoint à la place d'Agnès. Du coup, on va enchaîner avec une question qui me semble primordiale à mes yeux. Selon un article de 20 minutes paru le 12 mai, les principales préoccupations de la jeunesse sont l'écologie, le pouvoir d'achat, l'éducation et la santé. Du coup, selon vous, est-ce que ces sujets sont assez mis en avant depuis le début de la campagne législative et aussi, comment agir pour mettre ces sujets au corps des actions après la campagne? Je pense que... Est-ce que les sujets sont assez mis en exergue? Tout dépend pour qui et tout dépend ce que tu recherches. Il y en a qui vont estimer que oui, parce que leur question à propos de ce sujet-là, on leur propose un projet qui leur correspond et donc ils vont estimer que oui, c'est suffisamment mis en exergue. Et il y en a qui vont estimer que pas du tout parce que ce qu'ils attendent de tout ça n'existe pas ou n'est que très peu représenté. Donc je pense que c'est une question plus... est-ce que c'est déjà le cas? Juste, voilà. Après, comment faire pour que ce soit maintenu? Après, on est sur du local, puisque pour les législatifs et les législatifs et la présidentielle, nous, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Après, c'est vraiment sur du local. Nous, en tant que civils, et ensuite les élus qui ont vraiment le logo, faire en sorte d'avoir une politique vraiment au contact des gens, au jour après jour, pour que ça reste. Après, Mais du coup, pour revenir à la première question, là, la campagne n'a pas réellement commencé. En vrai. En réalité, elle n'a pas réellement commencé. Je me disais, j'avais rien vu sur la campagne. Elle n'a pas réellement commencé. Mais pour l'instant, aucun des 4 sujets primordiaux pour la jeunesse n'est réellement traité en soi. Donc moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que peut-être, moi j'ai mal vu, peut-être que j'ai pas regardé les bonnes chaînes de télé, j'ai pas écouté les bonnes radios, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir entendu parler d'éducation, avoir entendu parler de santé, de pouvoir d'achat, à part pour nous dire que le SMIC a augmenté pour aller jusqu'à 1 300 €, à part ça. Est-ce qu'on a eu des réels débats sur ça? Pour moi, non. Alors, juste pour répondre à votre question, moi je voudrais présenter juste Banlieusards Attitude, c'est très important pour nous et à nos yeux. Nous, si vous voulez, on est Banlieusards Attitude, c'est un mouvement qui a été créé par le mouvement La Révolution est en marche, qui est parti. La Révolution est en marche, c'est un mouvement qui a commencé en 2017
Et de là, on a fait un constat tout simple. Tous les sujets dont vous parlez là, qui ont été délaissés depuis tant et tant d'années. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, depuis janvier, on a décidé de lancer ce lobby qui est Banlieusards Attitude, de manière à regrouper en fait toute la jeunesse qui veut s'émanciper politiquement, parce qu'on a fait un constat tout simple, on doit avoir une autonomie financière, on doit avoir une autonomie intellectuelle et on doit avoir une autonomie politique, puisqu'on a compris que tous les différents partis politiques depuis tant et tant d'années nous ont délaissés. Et c'est de là, on fait un constat en se disant, les élections présidentielles sont passées, il faut qu'on se prépare pour aller aux législatives. Et après les législatives, il y a les municipales, bien sûr. Mais on travaille dans ce sens-là, de manière à vraiment attirer les jeunes vers ce lobby, et de manière à ce qu'ils puissent s'émanciper politiquement. Pourquoi on le fait? Parce que quand on regarde la France insoumise, aujourd'hui, si vous voulez, dans ce parti-là, il y a beaucoup de jeunes issus des quartiers, différentes cultures. Et le problème, c'est qu'ils sont tenus par ces partis-là. Voilà pourquoi nous, Banlieusards Attitude, aujourd'hui, on a décidé de rentrer en jeu et faire comme eux. L'idée, c'est de se servir de leurs propres armes et de les retourner contre eux, dans le bon sens du terme. Et voilà pourquoi on part de ce constat qui est énormissime en France. On doit s'émanciper politiquement, nous, la jeunesse. Maintenant, au sujet des législatives, pour le moment, moi, j'ai pas entendu parler, si ce n'est que les personnes qu'on accompagne, voilà, mais c'est que des personnes de la société civile. Donc, j'ai pas entendu un Mélenchon dire on va faire quelque chose pour les jeunes, pour la jeunesse. Les présidentielles, ils l'ont fait, mais on sait encore une fois qu'ils ont fait une approche vers les banlieues pour nous duper. Après, c'est ce qui a été fait. Sans vouloir te couper en soi, comme tu l'as dit tout à l'heure, le bénéfice du doute qu'on peut leur laisser, c'est que la campagne n'a pas réellement commencé. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a très peu parlé, qu'il va y avoir une accélération et pas un matraquage, parce que c'est péjoratif de dire ça, mais quelque chose de la sorte. J'ai pas assez de vocabulaire là-dessus, mais je pense qu'on peut leur autoriser ça en disant voilà, ça n'a pas encore réellement commencé, donc ils sont en train de préparer leur pion, et à la seconde où le go sera lancé, ça va démarrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit attendre de ça? Mais après, pour revenir sur ce que tu viens de dire, sur tout ce qui est écologie, ou bien santé ou pouvoir d'achat, la France insoumise en parle régulièrement, qui est campagne ou qui n'est pas campagne. Ça, on ne peut pas leur reprocher de ne pas en parler ou de ne pas saisir ces sujets-là. Moi, ma question, elle se porte vraiment sur l'acte de la campagne, sur maintenant, parce que du coup, les Français, ils vont voter par rapport, ou les jeunes vont aller voter par rapport à ce qu'on leur dit maintenant, à ce qu'on leur dit actuellement. Est-ce que vous, en tant qu'élu et candidat aux législatives, vous trouvez que ces sujets-là, justement, qui sont centraux pour la jeunesse, sont correctement représentés ou débattus? Là, d'une part, il y a un calendrier qui n'est pas encore lancé au niveau des législatives. Mais deuxièmement, là, on est vraiment sur une proposition d'argument institutionnel. Quelle est la vision qu'on veut? Une majorité au président qui vient d'être élu, ou une majorité à une autre force politique et une autre proposition politique qui a déjà été largement déployée pendant la présidentielle. Donc je pense que là, les candidats qui vont se présenter sous les étiquettes traditionnelles vont aller pour ou contre ce schéma-là. C'est ce qui s'est passé largement aussi lorsqu'il y a eu la dernière cohabitation en France. Les médias, les politiques se sont lancés que sur la vision institutionnelle et très peu sur les mesures de programme, parce que les gens ne lisent plus forcément les programmes. Mais malheureusement, le versant de ça aussi, c'est qu'on crée le désintérêt aussi au débat. Parce que si on reste que dans des débats techniques, il aura la majorité, il y aura une coalition, etc., on perd le sens du réel et le sens du quotidien par lequel on va réenchanter les gens à la politique. Et notamment la jeunesse, et c'est pour ça qu'après on fait le lit de l'abstention. Donc après, l'idée, c'est vraiment de dire les deux, le cadrage, et de dire que institutionnellement, quelle politique on veut pour les prochaines années, est-ce qu'on veut donner la majorité au président ou pas, et aussi après le réel, c'est-à-dire ramener les gens à se dire on veut que vos mesures du réel, votre quotidien, etc. soient portées dans ces élections-là avec des candidats. Et c'est pour ça que je le redis, pourquoi il ne faut pas avoir des parachutages, pourquoi il ne faut pas avoir des magouillages pour avoir des gens sur les circonscriptions, il faut avoir des gens qui sont réellement ancrés dans le quotidien des gens et dans cette démarche de projet, construction ou opposition. Il y a des gens qui ont été élus et qui vont être élus là, députés, mais c'est juste pour être député. Quand on fait leur bilan de mandat de député, ils n'ont jamais proposé un texte, ils ne se sont jamais opposés à un texte, ils ont été là pendant 6 ans comme ça.
ils se représentent à nouveau parce qu'ils sont sous une étiquette d'un parti traditionnel. Mais Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut Mais du dire coup, les deux. du coup, sans vous couper, moi, ma question, elle est très terre à terre. Mhm. Comment, du coup, parce que la campagne législative, elle sera courte. Très courte. Elle sera très, 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 très courte. Du coup, comment on peut faire pour que ces sujets-là, qui sont centraux pour la jeunesse et pour d'autres personnes, mais principalement pour eux, soient au centre ou bien occupent au moins 25% du débat. Parce qu'elle ne peut pas occuper tout le débat, parce que c'est pas possible, parce que la jeunesse n'est pas seule, mais il faudrait quand même qu'elle ait une part importante, parce qu'on a remarqué que la jeunesse est souvent sollicitée qu'en dernier recours, et du coup on parle des sujets des sujets phares des jeunes que à 2 jours des élections ou à 1 semaine des élections, quand on voit qu'il faut mobiliser la jeunesse, alors que mobiliser la jeunesse c'est constamment, que ce soit aux législatives ou dans d'autres scrutins. Moi maintenant c'est vraiment comment on fait pour que durant ces 2 semaines ou 3 semaines de campagne, on parle d'éducation, on parle de santé, on parle de pouvoir d'achat, on parle d'écologie. En soi, le programme porté par Mélenchon n'a pas changé. Ça veut dire qu'au final, de manière très basse, il suffirait de dire, de reprendre ce qui a déjà été dit et l'adapter à la configuration législative. Après, peut-être que c'est mon côté peut-être trop terre-à-terre, voire même naïf qui me fait dire ça, mais je pense que vraiment juste ressortir ce qu'on a déjà dit, l'expliciter et l'adapter aux législatives, parce qu'avant c'était pour un mandat présidentiel, là ça ne l'est plus. Donc l'adapter et ensuite l'ajuster, parce que forcément dans certains territoires on est plus enclin à parler d'écologie que de social ou de santé, etc. Donc voilà, l'adapter, mais en soi le discours reste le même, juste l'adapter à la configuration. Voilà comment je l'aurais fait. Après, pour moi, il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu de dire que les élections législatives, c'est une élection nationale, mais c'est surtout des réalités territoriales. Chaque circonscription a une réalité qui est complètement différente. Et l'enjeu, c'est que chaque candidat porte des réalités qui sont vécues par le territoire. Il y a 2 choses. Par exemple, pour la jeunesse, quel est l'avenir des missions locales? Là, ce qui s'est passé de plus en plus, c'est qu'on a regroupé des missions locales, on en a supprimé du coup. Les jeunes, pour être accompagnés, doivent aller plus loin et ils sont plus nombreux. Et des fois, c'est des permanences où il n'y a personne, parce que du coup, l'agenda ne suit pas la réalité des jeunes. Qu'est-ce qu'on met comme moyen? Donc nationalement, qu'est-ce qu'on va voter comme projet de loi demain? Pareil pour l'apprentissage, on a débloqué des moyens pour faire plus d'apprentis, mais est-ce qu'on veut une société que d'apprentis? Est-ce que c'est la société qu'on veut? Donc c'est des sujets qu'on va territorialiser après dans les débats, dans les propositions, et si on est sérieux dans les propositions qu'on fait aux législatives, les candidats, c'est vraiment de s'approprier de cette réalité pour la proposer. Après au niveau national, je pense que ça va quand même être beaucoup le débat sur l'institutionnel, c'est-à-dire de dire pour ou contre Macron, pour ou contre une majorité présidentielle ou une majorité nouvelle avec un autre projet, et après nous les candidats les décliner sur les territoires. Après c'est pas la même audience, je suis tout à fait d'accord, c'est compliqué, mais effectivement on doit avoir 2 oreilles, une sur le national, une sur le territorial. On arrive au terme de notre débat. Je tiens à remercier Amina Bakar pour son temps, Merci pour être d'avoir venu invité. mais jusqu'à nous. Je tiens à remercier Ariles qui vient de partir, Mike aussi pour sa présence sans faille. Toujours. Et je tiens aussi à remercier Sheikh pour être venu sur notre plateau. On se retrouve très bientôt dans Missou. N'oubliez pas, actuellement, on a lancé une campagne de dons sur TrustMag pour nous aider à pouvoir justement faire ce genre de programme, accueillir des élus, faire d'autres programmes, amener d'autres concepts aussi. Donc n'hésitez pas, retrouvez toutes les informations en lien de description de la vidéo et sur notre site internet. L'information a un coût, des amis. S'il n'y a absolument rien de gratuit, et le jour où l'information sera gratuite, c'est que ce sera quelqu'un comme Bolloré qui nous aura produit. Et si vous voulez que les informations, les discours, les appétences de Bolloré intègrent TrustMag, vous perdrez TrustMag. Donc voilà, on a besoin de vous. Je ne sais pas si Amina, vous avez un mot à dire, mais pour la fin. Déjà, merci de nous avoir invités. Donc moi, candidate aux législatives, effectivement, et puis Banlieusards Attitude, merci d'avoir fait cette audience pour qu'on puisse aussi porter cette candidature. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas d'un parti traditionnel, c'est toujours plus compliqué d'avoir accès à des médias. J'encourage votre démarche, en tout cas, je trouve ça très bien ce que vous faites et je trouve qu'il nous faut plus de médias libres de droit de dire ce qu'on veut et libres de forme de s'organiser autrement. Et c'est l'avenir. Donc je vous encourage à continuer. Merci. Merci.